bourgeois! Montrez-nous votre langue maintenant. C'est moi le chef. Et une double portion de frites en plus à la cantine. Mec, tu es en roue libre totale. D'abord, ça a commencé avec BFM TV et les chaînes d'infos en continu. Tiens, vous êtes là, vous. Il fallait réagir au plus vite et être sans cesse dans le feu de l'action. Ensuite est arrivé TPMP et des émissions qui consistaient à réagir à d'autres émissions. C'est vous et c'est vous parce que Puis c'est passé sur internet, Twitch, des réactions, des VOD et des best-of, et des gens qui donnent leur avis sur tout et n'importe quoi, et notamment des sujets qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Depuis quelques années, on voit pulluler sur internet et dans les médias même traditionnels du contenu réaction. On a des journalistes sportifs comme Pascal Praud qui deviennent des chroniqueurs politiques, juste en claquant des doigts du jour au lendemain, et des streamers qui se mettent à réagir à l'actualité. Sur YouTube, le contenu s'est complètement polarisé, on a un petit peu deux extrêmes, entre des vidéos très léchées, très produites. On peut penser à Ego et à plein d'autres gens qui font un petit peu du storytelling, mais qui vont prendre 4 à 6 mois pour faire une vidéo, et du contenu quantitatif de réaction qui sort dès le lendemain d'une prise de parole pour donner son opinion dessus. On s'est retrouvé avec une marée d'informations sur tous les réseaux sociaux, où tout le monde donne son avis sur tout, chaque tweet, chaque phrase, chaque petite chose est sortie de son contexte, et toutes les informations se noient dans le même océan. La parole d'un expert vaut celui du boucher du coin. Dans cette vidéo, j'ai envie d'analyser d'où ça vient, ce contenu réaction. Pourquoi est-ce que ça pullule autant? Pourquoi tout le monde en fait? Quels sont les problèmes aussi liés à ça, pour nous, pour notre société? Et peut-être essayer de comprendre comment on peut l'améliorer. De Cyril Hanouna à Dany Heraz ou Victor Ferry, il est temps que tout ça passe à la casserole. Bonjour à tous et bienvenue sur Théo Yapping. Cette vidéo, c'est pour moi l'occasion de vous parler d'un de mes livres préférés, Le culte du banal de François Jost. François Jost, c'est un professeur d'université, il est enseignant-chercheur à Paris 3 Sorbonne Nouvelle, notamment en études des médias, et il nous a écrit ce livre pour nous expliquer l'arrivée de la télé-réalité dans les années 2000. C'est arrivé en France avec Love Story, et ce qu'il veut nous raconter dans ce livre, qui est un livre universitaire mais qui est quand même très accessible, il est plutôt court, une centaine de pages, c'est que la télé-réalité, elle n'est pas venue de nulle part. En fait, elle a suivi une progression plutôt logique au final, et que depuis le début du XXe siècle, on est allé vers une trajectoire qui allait rendre culte le banal, faire le culte du banal, de l'ordinaire, des gens comme nous, des gens lambda, de monsieur tout le monde. Dans les grandes lignes, ce qui nous explique, c'est que depuis Marcel Duchamp qui mettait des urinoirs dans les musées pour venir critiquer le principe même d'une œuvre d'art, on est allé vers différents actes artistiques puis médiatiques qui ont rendu la banalité du quotidien intéressante, et on fait de l'ordinaire, des gens ordinaires, de nos vies lambda, des sujets de société ou des sujets artistiques. Ça passe par Andy Warhol qui a peint des marques et de la publicité pour ériger au rang d'art des pubs et des images qu'on avait nous dans notre quotidien. Ça parle de Georges Perec en littérature qui écrivait des livres où il se posait à la terrasse d'un café et il décrivait les gens qu'il voyait. Et puis ce qui va nous intéresser, l'arrivée de différentes émissions de télévision qui ont commencé à inviter un petit peu Monsieur Tout le Monde pour donner son avis. Dans les années 80, on a eu l'émission C'est mon choix, qui était présentée par Evelyne Thomas, si je me trompe pas, qui s'est mis pour la première fois à inviter des gens lambda, qui n'étaient pas des experts, pour parler pendant 1 heure de quelque chose qui était important dans leur vie. On avait le gars qui était tatoué de la tête aux pieds, et qui pendant 1 heure allait expliquer à quel point sa vie était exceptionnelle. Ou bien le gars ou la fille qui ne se lavait pas, qui n'utilisait pas de shampoing. Et puis on avait des gens un peu plus saugrenus, qui avaient tous leur petite lubie, et qui, dans cette émission-là, C'est mon choix, étaient érigés comme une sorte de grand acte héroïque. C'était un héroïsme, quelque chose de courageux, d'assumer qui on était, et chaque chose qui faisait qui on était devenue une sorte de fierté. Alors, quand on en parle comme ça a l'air super. Assumer chacun l'individu qu'on est, ça a l'air très sympa. Sauf que cette émission, C'est mon choix, elle a amené petit à petit plusieurs petits bébés à la télévision, plusieurs autres émissions qui s'en ont inspirées, où chaque personne qui avait un avis un petit peu différent de la norme était vue comme quelqu'un de super intéressant. Et il suffisait d'être un petit peu polémiste, d'être un petit peu dans le scandale pour venir faire parler. Cette émission, elle a eu un grand succès, on en a beaucoup parlé, elle a même été reprise il y a quelques années et je crois qu'elle est toujours en cours de diffusion. Et c'est pas la seule qui s'est mise à inviter des gens qui étaient à la base des auditeurs ou des gens du public. Avant, on invitait les politiciens, les artistes, les experts entre guillemets, de tous bords, à discuter à la télévision, et là on s'est mis à inviter des gens
comme toi et moi. Et tout ça, ça a amené la télé-réalité, on s'est mis à filmer des gens leur demandant juste de ne rien faire, d'être juste eux-mêmes. Mais c'est allé bien plus loin depuis le début des années 2000 et les premières saisons de Love Story. Avec les élections d'Emmanuel Macron, puis la période du Covid, on s'est tous mis à voir à la télévision des invités qui venaient un petit peu de partout. Tout le monde avait son avis sur tout, même des gens qui n'étaient pas experts. Et on s'est retrouvé avec des aberrations comme Gérald Darmanin pendant le Covid qui dit qu'il préfère écouter l'avis du boucher de Tourcoing que celui des communautés scientifiques. Et ça, c'est un gros problème. Cette trajectoire que les médias ont suivie depuis le début du XXe siècle, et surtout avec les années 80 et la standardisation des émissions de télé, le développement de la télévision, ça a amené un véritable appauvrissement du débat public parce qu'on se retrouve dans des émissions où un expert va être invité avec quelqu'un qui ne l'est pas du tout. Ou bien un expert ou un historien sera interviewé par un journaliste qui n'a pas du tout les connaissances nécessaires pour discuter avec lui. Quand tu regardes TPMP à la télévision, tous les avis sont mis sur le même pied d'égalité. C'est un plateau avec des bureaux et chaque chroniqueur a sa propre table, a son propre espace et chaque prise de parole va finalement être identique à celle d'à côté. Si on invite un expert, un historien pour venir par exemple critiquer une prise de parole d'un politique, eh bien en face de lui, il aura des chroniqueurs qui sont pas du tout experts mais qui ont quand même leur mot à dire et qui vont prendre la parole même si ils sont pas forcément invités à le faire. On se retrouve dans des émissions où tout le monde veut prendre sa parole, tout le monde veut donner son opinion et c'est devenu un petit peu cool, un petit peu stylé de parler même pour ne rien dire, ou de parler de sujets qu'on connaît pas. Et on se retrouve avec des non-experts qui sont face à des experts et où leurs paroles se retrouvent noyées dans la même discussion et parfois dans la même discorde. Forcément, ça participe à ce qu'on appelle l'anti-intellectualisme. Si tout le monde peut critiquer des experts, même ceux qui n'ont absolument rien à dire, bah alors tout le monde peut se permettre de donner son avis sur tout, et même quand on ne sait rien, on va quand même donner son opinion. Et on va même finir par peut-être douter de l'expert et se dire « mais attends, si ce qu'il dit, ça me paraît pas logique à moi ». Peut-être qu'il se trompe. Et si Gilles Verdez ou Jean-Michel Maire peut se permettre de donner son avis, pourquoi pas moi? J'ai un exemple typique d'anti-intellectualisme qui est arrivé récemment. Je regardais une vidéo de Geek and Fit, qui est un créateur de vidéos de sport, qui est un très bon gars d'ailleurs. Gaïs, si tu passes par là, très bon gars. Et qui faisait une vidéo pour parler des protéines végétales face aux protéines animales et que les protéines végétales pouvaient être meilleures parfois pour notre santé. Et il avait cité énormément de sources, beaucoup de faits scientifiques, d'études qui ont été faites. Et dans les commentaires, des gens le critiquaient de scientiste. Comme si être pour la science, être pour la vérité, c'était une sorte de religion. Et qu'il fallait arrêter de suivre trop les études et de vouloir tout le temps trouver des preuves à tout, mais qu'il fallait plutôt écouter son corps et son intuition. On mettait en face à face la science et le réel du corps. Comme si ces deux choses-là étaient différentes. Et ça, c'est très dangereux. Parce qu'on se retrouve avec des gens qui, si on leur apporte leurs preuves, on va leur dire « mais arrête de vouloir chercher des preuves sur tout, parfois tout n'est pas explicable ». C'est le cas, ça c'est vrai. Mais quand il y a des preuves pour quelque chose, on ne peut pas faire l'aveugle. Cet appauvrissement du débat public, ça a amené des gens qui doutaient de tout le monde. Quand tout le monde a son avis sur tout et que toutes les prises de parole sont mises à égalité, on va croire que nous, notre avis à nous, il est aussi valide que celui d'un expert. Et en général, c'est pas le cas. Toute cette vague de contenu réaction qu'on a vu avec TPMP, CNews, BFM TV aussi, avec des gens qui vont être invités pour réagir à une actualité à chaud, vraiment à la minute quasiment, en même temps que l'action, ça nous a amené à voir des contenus réactions un petit peu partout sur les réseaux sociaux, et notamment des extraits de ces émissions qui étaient découpés pour le sensationnalisme. Il suffit d'une petite phrase d'un politicien ou d'un tweet d'un artiste pour finir sur TikTok ou sur Insta, avec tout le monde qui veut réagir, donner son avis, commenter, parce que tout le monde croit que son avis est intéressant. Et moi le premier, j'adore donner mon avis. Bon après ça a vraiment dégénéré. On a par exemple des partis politiques qui se sont mis à faire des vidéos TikTok, des edits avec de la funk derrière, comme si ça allait rendre ce qu'ils disaient plus intéressant, alors qu'en fait l'important c'est ce qu'ils disent, c'est pas le décor autour. Mais ce genre de vidéo, c'est vraiment symptomatique de ce qui se passe aujourd'hui avec les contenus réactions, les petites phrases isolées, les petits sujets un peu à drama où tout le monde a envie de donner son avis. Ça crée du clic, ça crée des commentaires, ça crée des réactions. Le risque, c'est que du contenu qui soit fourni, réfléchi, écrit, se retrouve complètement perdu dans une masse de petits tweets et de petites réactions qui sont finalement futiles. Et quand Monsieur Tout-le-Monde se met à donner son avis, quand un gars sur TikTok à moitié dans son lit donne son avis sur la politique, ou qu'un autre vient commenter un post Facebook qui est un extrait de TPMP qui eux-mêmes réagissent à une émission qui elle-même est basée sur un tweet, eh bien on n'en finit pas et on se retrouve avec des gens qui vont tous un peu être leurs petits gourous de secte. Chaque personne va donner son avis sur tout
Et sa communauté va attendre qu'elle donne son avis sur tous les sujets, même celles qu'elle connaît pas. Moi, le premier, si j'aime un créateur, j'ai envie de connaître son avis politique, pour qui est-ce qu'il vote, quel est son film préféré, qu'est-ce qu'il écoute comme musique. Il y a une sorte de petite fascination pour des gens qui viennent un peu de nulle part, qui vont être érigés au rang d'artistes ou au rang de héros. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu notamment dans les milieux militants sur TikTok, où chaque militant se retrouve à devoir être très violent ou très radical parce que c'est ça qui va faire du clic, et tout le monde a envie de le voir attaquer telle ou telle personne ou réagir à telle ou telle vidéo. On a une sorte de guerre des idées sur Internet, où chaque créateur est un petit peu son propre gourou. Une communauté va être envoyée contre tel créateur pour commenter la vidéo, et chacun un petit peu participe à une sorte de drama à ciel ouvert, une sorte de guerre de contenu. Donc voilà, Monsieur Tout le Monde s'est mis à donner son avis en regardant à la télévision des gens qui lui ressemblaient donner leur avis aussi. Et il s'est dit, mon avis doit être légitime, moi aussi je vais prendre position, et moi aussi je vais partager mes opinions. Maintenant, Monsieur Tout le Monde ne donne pas juste son avis, il crée aussi des vidéos. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a autant de chaînes Twitch, de comptes TikTok, qui réagissent à l'actu, qui partagent du contenu politique, qui font du contenu réaction, parfois avec très peu de moyens, juste dans leur chambre, à réagir à tel contenu, telle vidéo, tel parti politique? Eh bien, il y a une explication à tout ça. Tout d'abord, le contenu réaction, c'est un contenu qui est facile à fabriquer. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir un téléphone et d'être dans votre chambre, et vous êtes tranquille, vous pouvez réagir. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. J'ai juste une petite ring light et mon iPhone, et je filme ça alors qu'il fait quasiment nuit dehors. Il y a pas de budget ici, voilà. On est à la cool, on est à la chill. À la chill. Mais pour qui je me prends? C'est terrible. Le contenu réaction, c'est facile à fabriquer parce que ça ne demande aucune préparation. Il suffit juste de mettre son tel et de réagir à une vidéo à chaud. Cette réaction, elle peut être directement diffusée sur le web, en format TikTok vertical ou bien même sur YouTube ou sur Twitch en direct. Pas de préparatif, très peu de montage, ça permet de faire en grande quantité des vidéos. Et c'est ça qui change tout. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut réussir sur le web, dans un monde où il y a énormément de contenu, si vous n'êtes pas réactif, si vous n'êtes pas présent souvent, difficile de faire votre trou. Je me souviens d'un des meilleurs conseils pour un créateur de contenu, c'est Victor Ferry, qui d'ailleurs on en parlera juste après dans cette vidéo, qui avait dit ça dans une interview avec Antoine BM. Ce qui est viral, c'est ce vers quoi les yeux sont tournés. Chaque jour, vous aurez des sujets qui vont faire parler. Et si vous avez envie de réussir très vite sur Internet, parlez de tous les sujets qui font parler chaque jour. Il suffit que Thomas Pesquet ait dit quelque chose sur l'espace pour pouvoir réagir. Macron a répondu à telle personne, vous pouvez réagir à sa vidéo. Et on a des créateurs qui ont construit leur carrière là-dessus. Je pense par exemple à Dany Eraz, qui vont être extrêmement présents sur Twitch, sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, à réagir à tout ce qui se passe dans le paysage politique actuel. La forme de vidéo réaction, c'est aussi un contenu qui est parfois plus digeste et qui semble plus authentique. Quand tu vois quelqu'un qui te ressemble, qui a l'air ordinaire comme toi, c'est pas une critique de dire ordinaire, c'est juste que c'est quelqu'un qui va pas faire semblant. C'est quelqu'un qui va pas porter un faux costume et avoir l'air d'un expert alors qu'il l'est pas. Ça, c'était peut-être plutôt le cas il y a quelques décennies où les gens voulaient avoir l'air experts, ça mettait des costumes, ça parlait de ses doctorats. On pense à l'affaire Idriss Aberkan. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus paraître pour des experts. Ils veulent à tout prix avoir l'air ordinaire et normaux. Parce que on a envie d'écouter des gens qui nous ressemblent. Aujourd'hui, quand on voit un expert, on se dit, est-ce qu'il n'est pas payé ou corrompu par quelqu'un? Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens qui n'étaient pas experts, qui se sont mis à les détruire à la télévision et à un petit peu désacraliser leur point de vue. Aujourd'hui, les créateurs de contenu qui font du contenu réaction veulent avoir l'air comme vous et moi. Ça donne une illusion d'authenticité qui, du coup, nous fait croire que ces gens-là sont nos potes. On a envie de les voir discuter, divaguer, parler un petit peu de leur vie, un petit peu de tout et de rien, et ensuite réagir à un sujet d'actualité à chaud qui nous intéressait aussi de prime abord. Comme si on demandait à nos amis quel est ton avis sur le discours de Macron. Donc on se retrouve avec des gens qui ne veulent pas avoir l'air experts, qui parfois ne veulent pas être experts du tout, qui ne veulent pas se préparer ou s'informer parce qu'ils veulent garder leur réactivité et avoir toujours cet aspect contenu à chaud. Ces gens-là vont faire des vidéos en grande quantité pour réagir à d'autres vidéos sans avoir forcément le contexte des vidéos auxquelles ils réagissent. Et là, vous commencez à voir le problème. Est-ce que c'est vraiment possible d'être intéressant, d'être pleinement intéressant, d'avoir un avis pertinent, quand l'avis est toujours mis à chaud, sans préparation, sans contexte, et pas toujours réfléchi? Ça me paraît compliqué. Même si les vidéos réactions peuvent être très longues, on pense à des extraits de live sur Twitch, ou bien des sortes de débats qui peuvent durer 20, 30, 40 minutes ou même 1 heure, est-ce que c'est suffisant pour analyser un sujet si on n'a pas les clés pour parler? Est-ce que c'est juste peut-être de la parlotte? On finit à avoir des conversations qui vont un petit peu dans le mur parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Et c'est ça un des grands risques du contenu réaction. C'est de beaucoup parler pour ne pas dire grand-chose. On s'est même retrouvé aujourd'hui avec des formats qui ont été fabriqués pour avoir des réactions, pour avoir des extraits diffusés sur le net, sur les réseaux sociaux. Là, j'ai un exemple de l'émission de Click de Mouloud Achour. J'ai rien contre Mouloud Achour, mais je me souviens, j'ai un ami qui avait été interviewé sur Click, et moi j'étais dans le public à ce moment-là.
Et je me suis rendu compte de la futilité de cette émission. C'était assez terrible à voir parce que l'émission avait des sujets intéressants, mais on n'allait jamais en profondeur. L'émission durait 40 minutes de tournage, et ça se voyait que c'était fait pour être découpé en extraits, pour être mis sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok, un peu partout. Et je me souviens être choqué en sortant du studio en me disant « Mais pourquoi faire tout ça pour ça ? Pourquoi tant d'argent mis ? Pourquoi tant de personnel qui travaille ?» Il y avait vraiment une femme qui s'occupait juste du public et qui nous disait un petit peu quand applaudir, qui lançait les applauses. Est-ce que ça servait à quelque chose de mettre tout ce décorum, toute cette mise en scène pour ne rien dire? Mais le problème, c'est que cette émission, c'est un petit peu le quota de diversité de Vincent Bolloré. Ça fonctionne parce que ça permet de mettre en avant de la culture urbaine. Sinon, Vincent Bolloré serait accusé de ne pas mettre ça en avant. Et on se retrouve dans une émission qui n'a vraiment pas trop de sens d'exister. Et ce sont pas les seuls. TPMP, ça a été fabriqué pour commenter les autres chaînes de télé. Vu que les gens à la télévision regardaient d'autres chaînes, si on créait une émission qui parlait de ce qu'ils avaient déjà vu, ça allait un peu intéresser tout le monde. Au départ, c'était bon enfant, on invitait Isabelle Morini-Bosque ou Thierry Moreau, qui étaient des gens de la télé, pour parler de la télé, donc on montrait les coulisses, on parlait un peu de ça, puis très vite ça a commencé à être une sorte de grand spectacle de Cyril Hanouna, qui dirigeait un petit peu tout le monde pour que ça aille dans son sens et dans le sens de ses idées, et des idées politiques de son patron, Vincent Bolloré. Encore une fois, on va croire que je m'acharne. On va croire ça. Peut-être un peu. Voilà, peut-être. Et TPMP, c'est devenu du coup une émission où le but, c'est qu'il y ait un moment sensationnel. Je sais plus si c'est toujours en direct, en tout cas pendant longtemps ça a été en direct. Il fallait réagir sur Twitter avec le hashtag. On laissait les gens poser leurs questions, les abonnés poser leurs questions. Tout le monde était là à vouloir réagir. Et il suffisait qu'il y ait quelqu'un d'un autre bord politique qui était invité pour qu'il y ait un drama, pour que ça fasse un extrait mis sur Facebook, que tout le monde s'énerve en commentaire. Et ça créait cette machine-là. Et en fait, tout ce que ça a servi, c'est à mettre Cyril Hanouna encore plus sur le devant de la scène et à faire de lui un personnage du PAF, un personnage de ce paysage audiovisuel français. Et ce genre d'émission fabriquée pour les réactions, fabriquée pour le sensationnel, c'est pas seulement le propre de la télévision. Sur Internet, on a des médias comme Le Crayon qui se sont façonnés entièrement sur l'idée d'aller opposer des idées très contraires sous cette bannière de la neutralité ou du débat et de la nuance, mais qui en réalité créent juste des moments de sensationnel. Donc on se retrouve avec ce genre de programmes qui sont juste complètement vains, complètement futiles, où l'idée c'est juste de créer de l'action et du sensationnel. Et des créateurs de contenu qui vont pourtant être eux plutôt sincères, on pense à Dany Heraz, on peut penser à Victor Ferry, on peut penser à, je sais pas, Antoine Goya, à d'autres gens, vont parfois réagir à ces contenus-là et vont tomber dans le piège. Des médias qui fabriquent du contenu sensationnel pour faire du clic, faire exprès qu'il y ait une polémique, forcément, quand tout le monde réagit et tout le monde donne son avis, ça va aider ces médias à croître, même si la valeur qu'ils apportent, elle est minime. Mais alors comment on fait si on est créateur de contenu et qu'on a envie de partager ses idées? Comment on fait pour ne pas tomber dans les affres du contenu réaction, être intéressant tout en étant réactif et présent sur internet en publiant en quantité? Parce que si on fait des vidéos très longues, très fournies, mais qu'on en sort une par an, c'est difficile de trouver son audience. Alors j'ai envie d'en profiter pour parler de quelques créateurs et un petit peu analyser leur stratégie pour voir un petit peu comment eux ils font, comment eux ils ont construit leur contenu réaction, quels sont les problèmes chez chacun. Donc là, ce que je vais faire, c'est réagir à du contenu réaction. Voilà, je tombe un petit peu moi aussi dans les travers de ce système. Niveau contenu politique, parmi les plus célèbres, on a Dany Heraz, qui sont apparus il y a quelques années à peine sur Twitch et qui se sont mis ensuite à poster leurs extraits un peu partout sur les réseaux. Sur la plateforme Tipeee, qui est une plateforme de financement participatif, je crois que c'est les numéros 1, ils gagnent plus de 25 000 € par mois donnés par les abonnés. C'est colossal, c'est bien plus que la majorité des gens à l'époque phare de Tipeee, peut-être en 2014-2015. C'est vraiment colossal. À côté de ça, ils ont la plateforme sur Twitch, ils ont même organisé le Zawa Show, qui était un festival où ils ont invité des commentateurs politiques ou des écrivains ou même des artistes, un vrai festival avec des débats, des conférences et de la musique. Ils se sont installés très rapidement dans le paysage audiovisuel d'Internet. Moi, je me reconnais pas mal dans le contenu de Dany Heraz, dans ce qu'ils proposent, dans leurs idées, je me reconnais dans beaucoup de leurs idées. En tant que bon gaucho, je me reconnais bien, voilà. Mais ce que je trouve un peu compliqué avec ce qu'ils proposent, c'est qu'on se retrouve dans une sorte de sensationnalisme où ils vont réagir à tout et n'importe quoi, parfois même des vidéos qui sont complètement futiles, qui mériteraient juste pas qu'on y porte attention. Et à force de vouloir faire du contenu qui n'est pas théorisé, qui n'est pas écrit, pas scripté, vouloir être authentique à tout prix et juste faire de la réaction, eh bien ils se retrouvaient parfois à dire des grosses conneries. Dernièrement, j'ai vu un extrait sur leur compte Insta où ils acquiesçaient une parole de Nicolas Sarkozy qui disait que les profs étaient des feignants, et là vraiment je suis tombé des nues, peut-être que je les ai critiqués en commentaire, voilà. Voilà, moi c'était ma résistance, mon combat à moi, c'est les commentaires de Dany Heraz. Un bon gros lâche qui commande pour critiquer, voilà ce que je suis. Quand t'es de gauche et que tu te retrouves à valider une parole de Nicolas Sarkozy sans même trop y réfléchir, sans même aller plus loin, en fait, t'es en train un peu de te tirer une balle dans le pied. Et c'est ça le problème de votre format à Dany Heraz.
Je dis vous comme si vous étiez en train de me regarder. Peut-être qu'ils sont devant cette vidéo, hein, voilà. Bonjour à vous deux. Hein. Quand on se force à vouloir être aussi authentique, à être dans la réaction à chaud pour avoir l'air proche des gens, même si c'est sûrement inconscient et c'est juste vraiment sincère de votre part, ça je ne doute pas. Quand on est devenu aussi important et aussi présent en ligne, vous pouvez plus vous permettre de faire un écart ou de faire une connerie. Vous pouvez plus vous permettre de dire quelque chose qui finalement va vous desservir. Cet exemple-là, c'est sûrement pas le seul, je suis pas allé regarder toutes vos vidéos, mais c'est sûrement arrivé en plusieurs heures de live de dire quelque chose d'un peu con parce que vous n'y avez pas trop réfléchi. Et là, vous allez dire, oui, mais notre but, c'est pas d'être des experts politiques, c'est pas d'être ça, on est juste là pour réagir parce qu'on est des gens lambda. Mais vous n'êtes plus vraiment des gens lambda. Quand on commence à avoir une communauté en ligne, quand on commence même à en vivre et à faire de ça son métier, on n'est pas juste des créateurs comme les autres. On a une responsabilité envers nos communautés, de ce qu'on propose, de ce qu'on partage, de ce qu'on dit, de la violence parfois des mots qu'on a, pour ne pas aller attirer de la haine ou attirer du harcèlement par exemple. Donc on a une responsabilité quand on commence à prendre du pouvoir là-dessus. Daniera, c'est pas les seuls. Il y a beaucoup de créateurs de contenu réaction, parfois du contenu militant, notamment sur TikTok où ça peut être très très agressif, qui ne se rendent pas compte de l'impact qu'ils peuvent avoir et il faut vraiment que ça change. Il faut que les gens se calment un peu là-dessus parce qu'on peut se retrouver à pousser du harcèlement, à vraiment être très violent et à engendrer des actions qui en fait nous dépassent et qu'on ne voulait pas, comme des communautés qui viennent harceler une autre ou des gens qui reçoivent des menaces de mort. Un autre exemple d'un créateur qui a un point de vue un peu différent et qui pour le coup est de l'autre côté du spectre politique, c'est Victor Ferry. Victor Ferry, même si je suis absolument pas d'accord sur ce qu'il dit, sur beaucoup de choses vraiment, il me fait quand même beaucoup rire et j'avoue que je l'aime bien. Voilà, Victor, je t'aime bien. Et moi, je suivais Victor Ferry sur sa chaîne de rhétorique, sa chaîne principale, où c'était des vidéos scriptées, plutôt fournies, quoi, avec des extraits d'études, des théories de philosophie ou de rhétorique qui étaient mises en avant. C'était un contenu très intéressant. Victor Ferry s'est mis à faire un deuxième type de contenu sur sa chaîne secondaire, Victor Ferry Business and News, pour parler au départ de finances personnelles et d'investissement en bourse. C'était sa passion. On juge pas la passion, c'est sa passion, voilà, il a le droit. Le problème, c'est que c'est devenu une chaîne presque de réaction politique, où à côté de parler d'investissement et de parler de ce qu'il aimait, il a fini par faire des vidéos 2-3 fois par jour pour réagir à une phrase d'Antoine Léaumont, de Lucie Castet et de toute personne de gauche qui lui disait de payer plus d'impôts. À cause de l'émotion qu'il ressentait, la peur qu'il avait de payer trop d'impôts, il s'est retrouvé à parler pour ne rien dire, à parler un petit peu de tout et se créer sa propre bulle de gens qui étaient d'accord avec lui et ça a plutôt bien marché. Ce qu'explique Victor Ferry dans une de ses newsletters récentes, c'est que entre sa chaîne principale qui a du contenu très écrit, très fourni, et sa chaîne secondaire qui a beaucoup moins d'abonnés, parfois les deux chaînes font autant de vues. Et il s'est rendu compte qu'aujourd'hui, le contenu réaction, c'est ce qui marchait le mieux. Parce que ça crée du drama, les gens veulent en parler, les gens veulent réagir, les gens se partagent en story ou se partagent en DM, soit pour acquiescer, soit pour critiquer. Et Victor Ferry, depuis le début, il a toujours dit que les vidéos, il voulait en faire un business, il voulait gagner de l'argent avec les vues YouTube, et du coup, il est très content quand une vidéo fait un drama. Il a même lancé une chaîne avec une série pour réagir aux gens qui le critiquaient. Donc peut-être que je vais finir sur cette chaîne. Et là, à mes yeux, c'est un live goal. Je serais très très content. Mais voilà, le problème de Victor Ferry, c'est qu'il a fabriqué son contenu réaction dans le but d'être sensationnel et dans le but de faire du clic, de faire de la réaction, de faire de l'audimat. Et donc de l'argent. Il a le droit de faire ça. Mais forcément, quand ton but premier, c'est les vues et l'argent, tu peux pas être toujours pertinent. Un autre contenu qu'on peut classer de réaction, de contenu réaction, c'est celui d'Antoine Goya. Et pour le coup, lui, il a fait l'inverse de Victor Ferry. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus axé à gauche et qu'il a refusé de faire de l'argent avec ses vidéos. Elles sont pas monétisées, il fait aucun placement de produit. Il dit même que les gens qui font des placements de produits sont des hommes sandwich, qui font juste de la propagande finalement. Et moi je suis fan d'Antoine Goya. J'adore son contenu depuis plusieurs mois déjà. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps et je suis devenu très vite fan et c'est une grande inspiration. Et je comprends très bien son point de vue de ne pas vouloir faire d'argent avec ce qu'il fait. Le problème c'est que tout le monde ne peut pas se permettre ça et que des gens qui auraient des avis pertinents vont forcément se retrouver à devoir avoir un business model pour survivre ou pour faire de leur passion, leur métier, ou alors refuser de faire de créateur de contenu son métier et garder ça en tant qu'occupation secondaire. Dans un monde où il faut être de plus en plus réactif, où il faut être présent souvent, si c'est pas ton métier principal, c'est difficile de réussir sur Internet. Sauf que pour que ça devienne ton contenu principal, soit tu dois gagner de l'argent avec les vues YouTube ou les vues TikTok et là faire du sensationnel, faire du clic, soit tu dois faire des partenariats et là du coup te lisser et être moins politisé parce que les marques n'aiment pas trop quand tu es trop engagé. Et on se retrouve dans un business model qui ne permet pas d'être totalement parfait et qui ne permet pas d'être hyper pertinent sur tout ce qu'on dit. Il faut réussir à trouver une sorte d'équilibre. Il y a des gens qui ont une sorte de point de vue un peu cynique sur les choses, comme quelqu'un comme Reg le Gorilla, qui est un youtubeur cinéma,
qui lui a très vite dit que son but avec ses vidéos, c'était que ça puisse faire du clic. Il fait des vidéos réactions, il va réagir à une bande-annonce, à un tweet, à un drama dans le cinéma. Il sait lui-même que c'est pas les meilleures vidéos du monde, mais son but c'est que ça puisse marcher, que ça devienne son gagne-pain. Et ça a très bien marché pour lui. Je le vois sur TikTok, il a des avis très intéressants, mais ses vidéos se résument à être des vidéos réactions où parfois juste il lit un tweet et il donne son avis. Les vidéos font plus d'1 minute sur TikTok pour avoir la monétisation, mais est-ce que les vidéos vont plus loin que juste donner son avis? Bah pas forcément. Même si je suis d'accord avec lui sur beaucoup de choses, la forme de Reg le Gorilla, elle est imparfaite parce que tu peux pas être totalement intéressant, totalement pertinent quand tout ton contenu est réactif. Du coup, voilà un petit peu l'état des lieux de ce contenu réaction. De TPMP jusqu'à Dany et Raz, on se retrouve avec des gens qui donnent leur avis sur tout et qui parfois, même en général, ne sont pas du tout experts des domaines dont ils parlent. Et là, vous allez me dire pourquoi moi j'ai créé cette chaîne YouTube. Pourquoi Théo Yapping existe, sachant que yapping ça veut dire bavarder, converser, jacasser. Je compte beaucoup parler. Pour vous faire une petite histoire de moi-même, si vous le savez pas, moi je suis créateur de contenu depuis quelques années déjà. J'ai un compte sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, où je fais des vidéos en anglais pour parler des meilleurs restos de Paris. C'est un contenu food, pratique, ça parle de tourisme, de découvertes parisiennes, de restaurants, de gastronomie, et ça me plaît beaucoup. Ça fait 2 ans et demi que je suis à temps plein dessus, c'est mon métier, je gagne bien ma vie avec ça. Alors on est encore très loin d'être millionnaire, hein. J'étais dans le rouge il y a quelques mois, mais ça se passe bien, ça avance bien, ça tient bien. Mais j'ai eu depuis quelques mois une sorte de crise de sens, à force de parler de contenu pratique, où je ne donnais pas vraiment mon avis, où je m'exprimais pas moi sur mes idées, sur les choses qui me touchaient, je me retrouvais à passer beaucoup de temps avec mes amis et à parler de plein de sujets de société et politique qui étaient importants à mes yeux, et ensuite, dans mon travail et dans mes créations, ne pas parler de ça, et me retrouver complètement détaché de ça. J'avais besoin de m'exprimer sur tous ces sujets qui sont importants à mes yeux. Aussi, plus récemment, je me suis mis à écrire, j'ai envie d'être écrivain, de faire des livres, des essais comme des romans, et je tends vraiment à une carrière artistique. J'ai réussi sur les réseaux, mais l'art n'est pas vraiment présent dessus. Et j'avais besoin d'une plateforme dans laquelle je puisse exprimer des idées, des avis, créer des débats, des discussions, et avoir une sorte de relais de ma pensée où je pourrais développer des choses, réfléchir à des théories, m'éduquer aussi sur des sujets importants, et partager ça avec des gens qui auraient les mêmes affinités que moi. Et c'est pour ça que Théo Yapping est né. Alors, j'ai fait une vidéo sur le contenu réaction pour critiquer, donc mon but, ça va pas juste être de faire des vidéos où je réagis à l'actualité. C'est pas l'objectif. Mon but, c'est d'avoir une sorte d'entre-deux, entre des vidéos comme celle-ci, qui sont plutôt fournies, où j'ai même parlé de bouquins, d'essais, de théories, mixer ça avec du contenu plus réactif, plus en quantité. Mon rêve, ça serait vraiment de pouvoir poster peut-être 2 fois par semaine. Ça serait vraiment le must, le mieux possible. Mais ça risque quand même d'être compliqué. Mais je compte quand même essayer d'être présent avec des sujets qui me touchent. J'ai vraiment envie de parler de plein de choses. J'ai envie de parler d'engagement, d'art, de système politique. Et mon rêve un peu avec cette chaîne YouTube, c'est d'aller comprendre les systèmes de domination qu'on subit, parfois sans s'en rendre compte, et comment on peut se libérer de ces systèmes-là pour avoir une vie qui est vraiment la nôtre, une vie pleinement individuelle. Je pense sincèrement que la vie, elle est faite pour ressembler à qui on est et qu'il faut essayer d'oublier de vivre les rêves des autres ou les rêves du capitalisme ou de la surconsommation et aller vers une vie qui nous ressemble vraiment. Et pour ça, la révolution, elle commence dans la tête. Et moi, ce que je veux avec cette chaîne YouTube, c'est d'aller comprendre tous ces systèmes-là, d'aller un petit peu développer autour de ça, essayer d'abattre toutes ces choses, toutes nos idées reçues, et peut-être finalement, ensemble, vous et moi, élever nos consciences. Voilà, c'est très ambitieux, je suis moi-même un peu un débutant là-dedans et j'ai envie aussi de découvrir de nouveaux sujets, donc on va faire ça ensemble. Si vous avez envie d'élever vos consciences, d'apprendre plus sur les systèmes de domination autour de nous, sur le capitalisme, la surconsommation, l'art, la politique et plein de sujets qui finalement peuvent tous nous toucher d'une manière ou d'une autre, des sujets que je trouve d'utilité publique, si vous voulez découvrir tout ça, abonnez-vous, partagez cette vidéo au plus grand nombre parce que je pense que c'est la meilleure manière de partager un message, c'est d'aller discuter avec les gens autour de nous directement. Allez chercher vos amis, partagez en commentaire votre point de vue, vos avis sur les créateurs que j'ai cités ou sur les domaines et les théories que j'ai avancées. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous et à bientôt.